Donc, segment vert ou rouge, comme à l'habitude, je donne une affirmation, vous répondez vert si vous êtes en accord, rouge en désaccord, et vous pouvez expliquer par la suite votre sélection. Donc, je vais tout de suite commencer en parlant de Cutter Gauthier, vu qu'on en a parlé en début d'émission. Donc, l'affirmation va comme suit. Si les rumeurs de transaction sont vraies, j'aurais échangé David Reinbacher contre Cutter Gauthier. Marc-Antoine? Rouge, moi, j'ai comme l'impression que c'est quelque chose que le Canadien aurait eu besoin. Un gros ailier gauche, capable de marquer des buts. Mais en même temps, j'ai pas assez de. Comment dire? On parlait de culture, puis là, tu fais le gars, il a le goût de partir d'une équipe qui n'a même pas été à un seul camp d'entraînement. Tu as le goût de faire ouais, là, c'est pourquoi. Il y a quelque chose au niveau. Moi, je ne parle pas d'attitude, mais je parle quand même de langage corporel. Quand je le regardais, il y avait des affaires que je n'aimais pas dans son jeu. Beaucoup de moments où je le trouvais très cheap avec d'autres joueurs. Puis on l'a vu un peu au championnat mondial junior contre le Canada. Je me rappelle dans le match pré-saison. Pas pré-saison, mais comme pré-tournoi. Là. Puis des coups juste chiens pour juste le plaisir de donner un coup chien. Il y a des trucs dans son jeu que je fais. Je ne suis pas certain que c'est le genre d'attitude que j'aime. Puis Reinbacker, selon moi, en termes de valeur en ce moment, là, sont à peu près à la même place. Donc, tant qu'à prendre le risque avec ça, donne-moi un défenseur qui risque d'être un top pairing dans la Ligue nationale avec une espèce de plafond incertain. Donc, non, je ne l'aurais pas fait, même si j'aime beaucoup Cutter Gauthier. Éloi? Ouais, même chose pour moi, ça va être rouge aussi. Tu sais, je pense que tu arrives au repêchage, puis il y avait déjà quelques petits red flags probablement. Tu sais, il y avait des rumeurs comme quoi il voulait pas être repêché par une équipe canadienne, Gauthier, ça. Donc, tu sais, t'arrives là, puis bon, non, je pense pas que ça vaut la peine d'échanger ce choix-là, surtout que le Canadien savait qui il voulait. Guillaume? Ouais, je vais aller avec la même sens que mes collègues. Là. Je pense qu'effectivement, si le gars il veut pas nécessairement être à un endroit, qu'est-ce qu'il dit nécessairement qu'il va vouloir être là à l'autre. Mais en même temps, je me dis, si l'état-major des Flyers ont essayé de passer par Boston College, puis Boston College n'ont pas voulu plus parler, est-ce que ça doit être une raison majeure? Je me dis, si c'était une raison anodine, Boston College aurait fait quelque chose peut-être pour le conseiller ou peu importe. En tout cas, je me pose la question, on ne sait pas encore c'est quoi la raison. Là. Mais vraisemblablement, vu qu'il y a trop de drapeaux rouges, j'aurais dit non. Puis d'autant plus que j'étais d'un des ceux qui ne voulaient pas avoir du bois à Montréal parce que justement, il avait demandé 2 fois un échange. Puis, je pense que je vais rester avec mon mojo, mon idéologie, whatever. Luc? Si on me demande simplement la position de joueur, j'aurais fait la transaction parce que le Canadien commence à avoir trop d'espoir à la défense. Donc, si la question c'est un attaquant de puissance, et encore là de puissance, je pèse mes mots, oui. Et contre un défenseur que peut-être droitier qui nous manque peut-être un peu, je me dis, ouais, peut-être j'aurais peut-être été plus vert si on parle de la position. Si on parle de la personnalité de joueur, la réponse est non. Mais pour les fins du débat, moi, je l'aurais fait, j'aurais pris vert pour la position contre position. Je vais aller avec rouge également dans le cas où on parle des deux joueurs. Le Canadien voulait Reinbacher et on l'a vu aussi en fait au repêchage que les Flyers ont tenté justement d'avoir le choix pour sélectionner Reinbacher. Donc, je crois quand même que le Canadien a fait le bon choix et qu'on devrait conserver le défenseur, surtout qu'on l'a vu dans les dernières années. Les équipes avec d'excellentes défensives peuvent se rendre très loin en série, c'est toujours pratique. Donc, je garderai le défenseur dans cette situation-là. Passons aux Maple Leafs de Toronto. En fait, pour commencer, je vous dirais, ne prenez pas en compte le fait que les Maple Leafs sont inclus dans cette affirmation. Vous allez comprendre pourquoi. William Nylander vaut 11,5 millions par saison. Et là, je ne parle pas que les Maple Leafs auraient dû lui accorder ce contrat-là, mais juste que le joueur vaut ce montant-là. Éloi. Premièrement, il y a 2-3 ans, j'aurais répondu rouge. Mais maintenant, je vais répondre vert parce que je pense que c'est vers là qu'on s'en va. Puis je pense que son contrat qui est sur 8 ans, à la fin de ce contrat-là,
ça n'aura pas l'air de tant que ça. Il va y avoir d'autres ailiers dans la LNH qui vont gagner ce montant-là, peut-être même un peu plus, après moi, dans 7-8 ans. Donc, pour répondre à cette question-là, je pense que oui. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'ailiers comme lui dans la Ligue nationale. Il y a 54 points cette saison en 37 matchs. William Nylander, pour moi, s'il y a quelqu'un qui vaut ce salaire-là, ça serait lui. Guillaume? Ouais, c'est un peu compliqué parce que tu regardes ça en ce moment, l'année prochaine, là, évidemment, ça c'est sans contrat qui est octroyé d'ici là. Mais l'année prochaine, il serait le cinquième meilleur joueur payé de la Ligue. Est-ce qu'il est considéré le cinquième meilleur joueur de la Ligue? Je pense qu'il y aurait bien des gens qui diraient non, mais un peu aller dans le même sens que Lois dit, à un moment donné, il va falloir que tu payes, puis malheureusement, puis il y a beaucoup qui faisaient des comparaisons avec le contrat de Pasternak, c'est souvent que tu vas être payé plus que le prochain, c'est ça que les joueurs demandent, ils vont faire une comparaison au niveau de la production, au niveau du rôle et tout, puis ils vont demander que ce soit égal ou plus que le prochain qui vient de recevoir un contrat, fait éventuellement, les Maple Leafs, s'ils évaluent les risques de le perdre ou de le garder à un montant qui est plus élevé de sa valeur normale, entre guillemets, je pense qu'il y a plus de positifs à le garder que de le perdre qu'avec une autre équipe qui aurait pu aller dans l'Est puis justement jouer contre eux. Luc? Moi, la réponse va être non. Tout simplement que Nylander a toujours connu des grosses saisons. En fait, quand on retourne voir l'historique, à chaque fois qu'il arrivait à la limite de signer un gros... En fait, quand il était à sa dernière année de contrat, il a souvent eu des grosses performances, puis l'année d'après, c'était pas mal en dents de scie. De ce point de vue-là, je ne pense pas qu'il vaut, parce que oui, il a quand même fait une moyenne d'un point par match l'an passé. Disons que sa progression n'a pas été tout le temps de façon constante. Il arrive à 28 ans. Je m'attendais à ce qu'il soit peut-être un an ou deux plus jeune. Je ne suis pas sûr qu'il est dans la trempe de joueurs qui méritent 10 millions ou plus, 11 millions ou plus par saison. Là, maintenant, j'ai vu une vidéo passer là, qui montrait la différence entre un 9,5 millions en Floride et un 11,5 millions au Canada. Ça revenait quasiment au même salaire en bout de ligne net. Fait que la question, c'est est-ce qu'il vaut le même salaire net que Matthew Tkachuk? D'après moi, la réponse est non. Je vais y aller avec vert en raison de l'argument que vous donniez, Guillaume et Éloi, par rapport au bon fait que pas quand tu compares aux joueurs qui ont déjà eu des contrats l'année d'avant ou même 2-3 ans avant, c'est normal évidemment qu'il va être plus payé parce qu'on s'en va vers des salaires de plus en plus élevés. Et j'évalue que avec la hausse du plafond qui est prévue dans les prochaines années, ça monte assez rapidement là, de ce qu'on voit des chiffres qui sortent. Là, d'ici peut-être un 3-4 ans, ça va être une dizaine de millions facilement qu'on va avoir été chercher de plus sur la masse salariale. Donc, il risque d'avoir une tranche de joueurs élite, vraiment même de concession, à du 14-15 millions et des joueurs comme Nylander qui serait peut-être un deuxième, troisième joueur d'impact dans une équipe, plus aux alentours de 10-11 millions. Donc, j'ai l'impression qu'il fit quand même dans ce moule-là. Et c'est pour ça que j'y vais avec vert. C'est sûr que présentement, aujourd'hui, par contre, de dire qu'il est le cinquième joueur le mieux payé de la Ligue, évidemment, en théorie, ne vaudrait pas son contrat, mais assez rapidement, cet écart-là va se rattraper. Marc-Antoine? Moi aussi, par exemple, Matthews qui est à 11,6, il l'a signé avant même qu'on sache que le cap allait monter. Puis à refaire aujourd'hui, il aurait reçu combien? Il aurait reçu 12,5, 13, Fait que moi, je pense que c'est à peu près ça qui vaut parce que le marché est rendu là. Puis, des fois, on va dire, mettons, est-ce que c'est le cinquième meilleur joueur? Ouais, mais là, dans ce cas-là, Crosby n'aura pas longtemps été le joueur le mieux payé alors qu'il a longtemps été le meilleur joueur de la Ligue nationale. Donc, c'est vraiment du cas par cas. Puis, on parle que c'est pas un gars de série, Nylander. C'est vrai qu'il ne joue pas nécessairement comme un gars de série, mais pendant que des Tavares puis des Marner étaient menottés, puis surtout des Matthews étaient menottés, lui, il faisait les points. Je me rappelle contre le Canadien, là, quand que Tavares est tombé au combat à cause du coup à Perry, puis que Marner et Tavares étaient menottés. C'est vraiment Nylander qui a pris la série dans ses mains. Donc, si on exclut qu'ils refont un core 4 alors que ça n'a pas fonctionné avec Dubas, si on exclut ça, je pense que 11,5 c'est généreux. Puis, à titre comparatif, Draisaitl, c'est quoi? Je pense que c'est l'année prochaine. Draisaitl va valoir combien? 14? Là, soudainement, le contrat de Nylander a l'air raisonnable. Donc, selon moi, c'est ce que ça vaut aujourd'hui, un gars de cette année, peut-être 100 points, 11,5 millions.
Il faut noter aussi, tu parlais justement du contrat de Crosby, c'est un des derniers contrats de très long terme. Lui, c'est un 12 ans qu'il avait signé. Donc, évidemment, quand il a signé très tôt, ben, le 8,7 au moment de la signature semblait un très gros montant, mais de très rapidement, au fil des années, plus le cap a monté, plus on se disait, mon Dieu, c'est un joueur à rabais, mais évidemment, c'est le fait d'avoir signé à aussi long terme. Et je pense aussi, bon, à un certain point, il n'avait pas besoin de plus d'argent que le 8,7 avec tous les commanditaires et autres, et que ça permettait d'aider l'équipe. N'oubliez pas que Crosby, son 8,7, c'était pour respecter son principe de numérologie avec le 87 aussi. Également. Puis il ne faut pas oublier aussi, mais McDavid, c'est dans 2 ans, si je ne me trompe pas. Fait que lui, il va taper le 15, là, selon moi. Mais ça serait intéressant justement à voir à ce moment-là, et si déjà on va avoir des nouvelles tranches de salaire qui vont influencer aussi, veut pas, les futurs joueurs de, justement, comme je le disais, 2e ou 3e joueur dans une équipe également. Restons sur cette thématique. Les Maple Leafs ont bien fait de prolonger le contrat de William Nylander. Je peux-tu commencer? Vas-y, Luc. Nope! Pour la simple et unique raison que j'ai comme l'impression que les DG se succèdent. Ils ne comprennent pas le principe encore. Tu viens il te reste 33 millions pour l'an prochain pour espérer gagner avec pas de gardien, une défensive qui est plus vieille que mon père, puis une attaque qui apporte les 4 premiers, tu n'as plus rien après. Je pense que quelqu'un qui ne comprend pas quelque part que tu ne peux pas gagner quand tu as, je vais dire quand tu as 50 millions, parce que je m'attends que Tavares soit échangé éventuellement. Que tu aies 50 millions sur 4 gars ou 50% de ta masse salariale, je pense que quelqu'un va faire calme. Tu ne peux plus avoir des peanuts et espérer gagner dans une ligue nationale qui est aussi compétitive et paritaire que ça. Je vais me surprendre moi-même. Je vais y aller avec vert. Plus je l'analyse et plus je tends vers le vert. Parce que je regarde ça, si on laisse partir Nylander, on se retrouve avec Marner, Matthews et Tavares comme vraiment les joueurs offensifs importants de l'équipe. L'an prochain, Tavares, son contrat vient à échéance. Je me doute que c'est la fin pour lui à Toronto, à moins de signer un hometown discount vraiment très, très abordable. Mais sinon, après ça, on tombe justement seulement avec Matthews et Marner. Après ça, il n'y a plus rien offensivement. Tu sais, on parle souvent, oui, il y a beaucoup d'argent sur ces joueurs-là, mais c'est parce que si tu les laisses partir, après ça, tu n'as plus rien. Puis il faut que tu signes des joueurs aux joueurs autonomes qui vont te coûter trop cher. Donc, tu sais, si tu veux gagner avec ces joueurs-là, j'ai l'impression que tu n'as pas le choix de le garder. Tu es un peu pris avec le fait que tu dois garder Nylander, Marner et Matthews parce que tu n'auras jamais mieux ailleurs. Et si tu veux avoir quelque chose de mieux ailleurs, tu vas devoir payer aussi cher, sinon plus cher. Donc, je pense qu'à un certain point, sans dire qu'on fait une croix sur les 2 prochaines saisons, mais on doit simplement attendre la fin du contrat de Tavares pour espérer avoir un peu de lousse et commencer à retravailler cette défensive-là. Parce que on n'a pas d'espoir non plus de numéro 1 qui s'en viennent prochainement. Donc, on ne va pas avoir le choix de rabouter peu à peu et je pense qu'on doit y aller. Si on veut garder la fenêtre ouverte, si on veut avec ces joueurs-là, on n'avait pas le choix de renouveler Nylander et comme Marc-Antoine le disait, ça reste le meilleur des 3 en série jusqu'à maintenant. Donc, si en plus l'objectif est de commencer à gagner en série, de te départir de lui, ben, tu serais dans une boucle sans fin d'essayer de rabouter justement l'équipe et finalement peut-être ne jamais avoir une chance avec les 2 autres joueurs de ce noyau-là. Marc-Antoine? Je suis 100% d'accord avec toi. Parce que mettons, tu perds Tavares en 25-26 parce qu'il fait moi, je voulais gagner la Coupe Stanley, je suis parti de New York pour ça, je m'en viens ici, puis l'ambiance est terrible, en plus, on ne gagne pas. Fait que tu perds Tavares et tu perds Nylander, par exemple. Puis dans ton système, tu as juste Minton puis Cowan qui s'en vient, puis tu as bien du monde qui vont mettre les freins sur des marchés comme Toronto. Ben là, finalement, tu te retrouves vraiment dans le pétrin. Donc, moi, je pense que vraiment, ce qu'on voulu faire, puis je suis 100% d'accord avec Nick, c'est qu'en 25-26, Tavares n'est plus sur le payroll. Il se croise les doigts qu'il veut 5 ou 6 millions par année, ce qui n'arrivera peut-être pas, mais si jamais ça fonctionne, parce que là, il est à 11 millions, ben au moins, tu vas avoir un core 3 avec des jeunes joueurs qui sont bons, qui sont talentueux. Puis, tu sais, en même temps aussi, Nylander, son contrat va finir quand il va avoir 35 ans. Puis c'est là que les joueurs commencent à techniquement décliner. Fait que c'est quand même idéal. Tu as un gars qui est dans la fleur de l'âge à 27, ça finit à 35. Puis qu'est-ce que tu aurais eu pour lui? Y a-tu du monde qui ont 11,5 sur leur masse puis qui se disent, moi, un défenseur, top pairing, je peux te donner ça demain matin, il n'y a pas de souci? Je pense pas. Tu sais, est-ce que je sais pas, moi, on essaie de réfléchir. Est-ce que, mettons, les Islanders auraient dit, moi, Evan Bouchard puis un 2, je le fais.
Ben, probablement pas. Surtout que son contrat n'est pas signé et tu n'es pas certain que Nylander va vouloir signer là. Fait que tu es vraiment pieds et mains liés. Fait que je pense qu'ils ont quand même surprenamment fait la bonne affaire puis qu'eux autres, ils se croisent les doigts de se rendre à terre promise. Puis si jamais ça ne fonctionne pas, ben, il y aura le plan post-Tavares à 11 millions par année. Éloi? Ouais, je vais aller dans le même sens, moi aussi, parce que Nylander, ça, c'est du très long terme. Tavares et Marner sont libres après 2025, donc si tu as des choix à faire, tu peux les faire à ce moment-là. Nylander, ça n'a pas été un point faible pour les Leafs, comme on l'a dit tantôt. En série éliminatoire, il a performé plus que les autres du Core 4. Donc, oui, tu as des problèmes côté défense, côté gardien de but, mais il y a plusieurs agents libres à la fin de cette saison, côté défensif. Il y en a qui vont être à la fin de 2025 à l'avant aussi. Puis même à la fin de cette saison, là, avec Bertuzzi puis Domi, si on regarde des gars qui sont payés quand même assez cher aussi. Fait il va y avoir des choix à la fin de cette saison, mais Nylander, c'est pas le problème. C'est un joueur qui a une grande valeur puis que n'importe quelle équipe serait contente d'avoir. Donc, oui, pour moi, il a fait la bonne affaire. Juste avant de passer à toi, Guillaume, je vous cite les noms des joueurs, des défenseurs disponibles sur le marché des joueurs autonomes cet été. On a, en termes de contrat, le contrat le plus élevé qui était signé, on a Tyler Myers, Jake Muzzin, qui évidemment ne joue plus, Brady Shea, Alec Martinez, TJ Brodie, qui donc déjà là, bon, Brodie est à Toronto déjà, Noah Hanifin, Chris Tanev, Tyson Barrie. Donc, tu sais, on n'a pas aucun joueur exceptionnel défensivement qui serait disponible. Donc, même si on avait laissé partir Nylander cet été, ça aurait dû passer par une transaction. Et encore là, une transaction, tu veux échanger qui pour aller chercher un défenseur d'impact? Tu n'as plus grand-chose dans ton système. Donc, c'est sûr que c'est pas facile. Guillaume? Moi, je trouve qu'il y a juste une affaire. Je trouve qu'ils ont dormi Toronto par rapport à Zadorov. Mm-hmm. Combien ça coûtait pour aller chercher un gars qui, enfin, peut jouer quand même des bonnes minutes? Tant qu'à pas avoir des défenseurs élites, à part peut-être Riley, fais le plein de défenseurs de 3-4. Tu donnes un 3, un 4e ronde, puis tu fais, c'est peut-être un top 6, mais il est capable de jouer des fois des minutes de top 4, puis d'avoir une rotation là-dedans. C'est juste désolé. C'est intéressant dans tout amener David Savard aussi comme option, donc peut-être on aurait besoin de payer cher de ce côté-là. Guillaume? Mais ouais, tu sais, je disais à la question précédente, j'avais dit vert. Fait tu sais, je peux pas vraiment dire rouge. Je pense que j'ai pas le choix de dire vert rendu là, mais tu sais, oui, un peu pour les mêmes raisons que vous avez apportées. Tu sais, moi, selon moi, Tavares, ça m'étonnerait pas que dans un an et demi, il signe comme un peu Malkin, 4x4. Ou même 4x5, dépendamment, avec l'inflation, si ça a augmenté d'ici là. Mais je pense que c'est un gars qui est allé à Toronto parce qu'il voulait gagner chez eux. Fait selon moi, il serait prêt à signer un hometown discount. Puis un peu dans le même principe que je pense que c'était mieux l'avoir avec toi que contre toi. Je pense en parlant de Nylander. Puis comme Éloi a dit, éventuellement, quand il y aura des mouvements à faire parce que t'es dur, t'es tête sur le cap, ben, les mouvements vont être faits. Puis ça va de garder le noyau puis de les construire alentour. Je reviens à l'été dernier. J'ai l'impression, en partie, la signature d'Austin Matthews a comme réglé un peu le cas pour Nylander avec le Toronto. On n'avait pas le choix de se dire on le signe parce qu'on a décidé de bâtir nos prochaines années sur Matthews. Si on avait décidé cette année qui arrive à la dernière année de son contrat, on l'échange, puis on repart à zéro, mais on fait plein de choix et autres. Ben, Nylander aurait sûrement quitté le navire aussi, mais là, dans ce cas-ci, on n'avait pas le choix d'essayer de bâtir avec ces joueurs-là. 4e affirmation. 15 joueurs atteindront le plateau des 40 buts cette année. Présentement, il y en a 19 qui sont en voie d'atteindre ce plateau-là. Guillaume. Tu dis 15? On aurait 40? Non, dans le fond, en ce moment, il y aurait 40 buts, oui, exactement. Donc, 15 joueurs auraient 40 buts cette année. Oh boy. Je regarde le top 15 en ce moment. Là. Non, mais ça va être proche. Il y en a une couple que je ne vois pas vraiment atteindre le 40. Non, mais ça va être proche. C'est que je pense en 10 et 15, ça aurait du sens. Fait que je veux dire rouge. Luc? Moi, je dis vert. Je pense simplement que lorsqu'on regarde vraiment les équipes dans lesquelles les joueurs sont impliqués, là, je pense à Reinhardt, Hyman, Verhage,
Nylander, Rantanen, puis là, on s'en va dans le milieu. Nichushkin connaît vraiment une bonne saison avec l'Avalanche. Konechny à Philadelphie va peut-être réduire, mais je pense que Pettersson et Miller sont dans un petit creux de vague. On va remonter la pente assez rapidement. Il y a assez de bons joueurs que moi, je pense que oui, 15, c'est tout à fait faisable cette saison. J'y vais avec Vert également. On sait que c'est une ligue qui se compte toujours de plus en plus de buts, donc j'ai l'impression que même certains joueurs qui ne sont pas présentement en route pour un 40 buts pourraient remonter. L'an passé, on a vu Tage Thompson assez rapidement a eu une séquence de quelques matchs et finalement avait passé tout près du 50 buts même l'an dernier. Donc je vais avec Vert. Je pense que c'est un plateau possible pour 15 joueurs cette saison. Marc-Antoine? Ouais, ben moi aussi, il y a de plus en plus de buts qui se marquent. Puis aussi, tu sais, je pense que il y a pas mal d'équipes qui vont se vider, puis des équipes qui vont se remplir. Puis les équipes qui vont se remplir vont ajouter du talent. Puis les équipes qui, justement, ne se voient pas dans le portrait des séries vont vendre. Puis eux, ben, vont devenir des proies faciles dans plusieurs matchs. Puis d'après moi, il y a beaucoup de buts qui vont aller se récupérer là. Puis je pense qu'il y a beaucoup d'équipes aussi qui sont sur la limite des séries, là, qui vont vouloir faire des buts. Donc la seule chose, selon moi, qui ferait en sorte qu'on ne se rende pas à 20 marqueurs de 40 buts, ce serait des blessures à des gros noms. Là. Par exemple, si Matthews se blesse, ben, t'en perds évidemment un qui, lui, risque de se rendre à pas mal plus que 40 en ce moment. Là. Donc toi, tu vois même 20 buteurs de 40 buts cette année. On avait dit 15, hein? Ouais. Ben, pourquoi pas? Non, mais je pense que c'est réaliste. 20, on tire peut-être, on étire un peu peut-être l'élastique, mais bon, non, 15, je reste à 15. Ouais. Éloi? Écoute, il y en a peut-être qui vont ralentir un petit peu, mais je pense que 15, c'est très atteignable. Donc, on va en avoir 17. Juste pour votre info. L'année passée, là, excuse de te couper, là, il y en a 35 qui en ont fait plus que 35. Je pense que c'est 19. C'est justement, j'arrive avec le 19, je crois, qui ont atteint le 40 l'an dernier. Non, mais plus que 35. Il y en a 35 qui en ont fait plus que 35, genre parce que je prends en considération qu'ils vont peut-être atteindre 40, c'est ça que je veux dire. Non, effectivement. Oui, éventuellement. Je vais changer ma prédiction, je vais aller voir. Mais c'est quand même impressionnant de se dire que présentement, il y en a 19 qui sont en voie d'œil. L'an dernier, il y en avait 19 qui l'avaient atteint. Donc, on est à peu près à un même rythme année après année. Et peut-être, encore là, comme on le disait, certains d'autres vont être en mesure de se relancer en deuxième moitié d'année. Dernière affirmation, en fait, c'est le dans mon équipe. Je reste dans la thématique des Maple Leafs ce soir. Donc, je reviens au repêchage de 2015, mais on ne parlera pas de William Nylander. Donc, je vous montre les deux joueurs. Mitch Marner contre Mikko Rantanen. Donc, les deux ont été repêchés en 2015. Évidemment, Rantanen a remporté une Coupe Stanley avec le Colorado. En termes de statistiques, léger avantage de points par match pour Marner en saison, mais c'est très, très similaire. Évidemment, l'un est plus buteur et l'autre plus passeur. Et en séries éliminatoires, écoutez, je suis quand même à un certain point étonné du nombre de points de Mitch Marner, donc 47 en 50 matchs, et surtout d'un différentiel de plus 9, malgré le fait qu'il a passé la première ronde seulement une fois avec les Leafs. Sinon, du côté de Rantanen, bon, c'est 87 points en 70 matchs de série, donc produit même un rythme un peu plus rapide qu'en saison lorsqu'il est en série, et avec un différentiel de plus 21. Donc, Éloi, je te laisse commencer. Qui prends-tu en premier dans ton équipe? Ouais, comme toutes les semaines, je vais dire c'est serré, évidemment, mais je vais donner un petit avantage basé sur le feeling, puis basé sur le fait qu'il est meilleur en éliminatoire, puis que c'est un buteur à Mikko Rantanen. Je pense que dans ces scénarios-là, j'aime mieux, moi, personnellement, le buteur. Puis je pense que Rantanen, c'est un gars aussi qui va rendre des autres autour de lui meilleurs. Il a performé quand c'était le temps. Puis, ouais, pour moi, c'est ça. Mon feeling, ça serait Mikko Rantanen, un peu plus physique aussi comme joueur que Mitch Marner. Donc, ouais, voilà. Julien, qui devait nous quitter, répond en commentaire. Lui, il va avec Marner. Donc, Selke et tout le reste, même s'il est moins physique. Guillaume, de ton côté? Ben, c'est ça. Je vais y aller un peu comme Julien. Là. Moi, ça m'avait vraiment impressionné l'année passée quand j'avais vu que Marner était un des nominés pour le trophée Selke, parce que un ailier, c'est rare que tu vois ça. Là. C'est plus des centres qui ont ça. Puis deux, je sais pas, mais j'avais jamais entendu parler de ses qualités défensives. Là. Fait que c'est sûr que ça m'a impressionné. D'un autre côté, Rantanen, son gabarit fait en sorte que il est peut-être un peu plus productif à son niveau, que tu voudrais peut-être bâtir autour de lui, mais non, je vais aller avec Marner parce que je pense qu'il peut produire encore plus. Il y a peut-être un plus gros plafond que Rantanen. Luc?
Moi, je vais y aller avec Mitchell Marner. Puis la réponse est simple. Je pense que les années où l'Avalanche du Colorado est dans un... De un, la pression de passer le premier tour était 100 fois plus grande à Toronto qu'au Colorado. Et la durée d'attente est plus longue à Toronto qu'au Colorado. Il y a plus de pression à Toronto. Et Rantanen, je considère qu'il a toujours eu des meilleures équipes au Colorado que Marner à Toronto. Rantanen, Landeskog, McKinnon, Nichushkin dans les dernières années. Il y a eu plusieurs bons joueurs qui sont venus accompagner le trio de force de l'Avalanche du Colorado. Mais Rantanen est un excellent joueur. Là, mais j'irais plus avec Marner parce que j'ai comme l'impression qu'il passe un peu plus sous le radar étant donné que Matthews est là. Puis s'il était vraiment seul dans sa formation de superstar, mais qui avait peut-être eu la même profondeur que l'Avalanche a eu à une certaine période, je pense que Marner aurait peut-être un peu plus de reconnaissance aussi. C'est très serré. Je vais y aller de mon côté avec Rantanen. Simplement un peu comme Éloi qui disait, dans ces circonstances-là, je préfère peut-être avoir le buteur et surtout, bon, c'est un gros joueur physique pour les séries éliminatoires. Puis je repense aussi aux dernières saisons lorsque McKinnon était blessé en attaque. Rantanen n'a pas ralenti pendant ce temps-là. Puis oui, ça reste qu'on a des Karl Makar, on a quand même une excellente équipe. Mais ça reste qu'il n'a pas toujours été jumelé aux meilleurs joueurs en raison des blessures, particulièrement l'an passé où que c'était vraiment. On avait tellement de joueurs blessés du côté du Colorado, ça n'avait pas de sens. Donc, non, j'y vais avec Rantanen. Ceci dit, je souhaite à Mitch Marner, d'ici la fin de sa carrière, qu'il puisse jouer dans un autre marché. Parce que j'ai l'impression, comme tu le disais, Luc, qu'il passe souvent sur le radar à raison de Matthews, mais qui en fait beaucoup pour Toronto. Puis je crois qu'il pourrait être un joueur numéro 1 dans une autre équipe et avoir peut-être être dans des meilleures circonstances pour lui. Marner ne sera jamais reconnu à sa pas juste valeur pour une seule raison. Hometown guy. Aussi simple que ça. Mm-hmm. Ouais. Marc-Antoine? Vu que ça n'a pas été mentionné, mais que tu le mets en parallèle, que c'était le repêchage de 2015, moi, mettons, je regarde, depuis que j'ai 8 ans, j'écoute du hockey junior, je me promène dans les arénas, c'est vraiment mon plaisir. Puis j'ai été abonné à CHL TV, puis c'est un des meilleurs joueurs juniors que j'ai vu de toute ma vie, Mitch Marner. Donc, c'est pas un désaveu de dire que je préfère Mikko Rantanen. Et à l'époque, tu n'aurais pas eu le choix de prendre Mitch Marner parce que ça n'a pas de bon sens à quel point il est extraordinaire. J'ai vu des trucs que j'ai jamais vus, des feintes que j'avais jamais vues. Puis ça, c'est quand même, ça prend un cerveau de hockey absolument phénoménal pour faire ça. Pourquoi je prends Rantanen? Y en a-tu beaucoup des gars de 6 pieds 4, 25 livres, qui font 100 points, 50 buts, qui ont une Coupe Stanley, qui gagnent leur bataille, puis que quand il y avait des problèmes au centre, au Colorado, il n'avait jamais joué au centre de sa vie, puis il a fait « OK, donne-moi le centre du deuxième trio, je vais m'arranger avec ça. » Il n'y en a pas, là, je veux dire. Aussi, le phénomène de rareté fait que c'est à considérer. Combien il y en a des alliés de 6 pieds 4, 50 buts, 100 points? Pas juste dans la Ligue nationale en ce moment. Dans l'histoire du hockey, à un certain point, il y en a eu des bons marqueurs, mais ce package-là, comment tu peux faire mieux? Moi, c'est un de mes joueurs préférés de la Ligue nationale. C'est dans mon top 5, peut-être 10, mais je veux dire, comment passer à côté d'un gars comme ça? Je veux dire, c'est extraordinaire. Là. C'est du bonbon de le voir aller. Là. Voilà.